Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de différentes choses. Déjà, on va parler un petit peu ce que c'est qu'un IDE et ce qu'on peut faire avec qui va être pratique. On va également voir ce que c'est que l'écriture d'une classe Java standard. Et puis, on s'intéressera aussi à l'utilisation d'un projet Maven depuis un IDE. Donc, des IDE, il en existe. Donc, IDE, d'abord, ça veut dire Integrated Development Environment, d'accord, environnement de développement intégré. Et il en existe plusieurs, notamment qui permettent de faire du Java, puisque là, on parle principalement de Java. Donc, parmi ceux qui sont les plus utilisés, il y a Eclipse, il y a NetBeans, il y a IntelliJ IDE, et puis il y a aussi Visual Studio, d'accord. Donc, celui, nous, qu'on a choisi d'utiliser, c'est Eclipse, d'accord. Non seulement parce que au niveau des licences, c'en est un qui ne pose pas de problème. Aussi parce qu'on ne peut pas contrôler. Tu ranges ton téléphone, s'il te plaît? Ah oui, merci. On ne peut pas maîtriser 4 IDE et puis voir la configuration de chacun avec son IDE. Donc, je vous l'avais dit au début de l'année, là je le redis, tout ce qu'on fera, ce sera avec Eclipse. Et si vous faites le choix d'utiliser un autre IDE pendant les cours, pour tout ce qui est preuve de configuration, vous vous débrouillez. D'accord? Voilà. Après, si vous utilisez Eclipse, on essaiera de résoudre tous les problèmes que vous pourrez avoir, mais normalement, vous ne devrez pas avoir beaucoup de problèmes. Notamment, je sais que l'année dernière, enfin depuis quelques années, on avait beaucoup qui utilisaient IntelliJ IDE. Au niveau configuration, alors peut-être parce que je ne suis pas très familier, mais je ne suis pas sûr à trouver ça, je trouve que c'est particulièrement mal foutu, très mal organisé, on a du mal à s'y retrouver. Et donc souvent, il y a des problèmes pour ces configurations quand on veut faire des choses un peu différentes avec IntelliJ. Voilà. Donc, moi je vous dis, si possible, enfin, là de toute façon c'est pas grand chose, hein, dans le cadre du cours, d'utiliser Eclipse et pas un autre. De toute façon, après, sinon ce que ça permet de faire les IDE, c'est peu ou prou la même chose de l'un à l'autre, hein, d'accord. Mais voilà, pour tout ce qui va être un petit peu particulier, au niveau configuration, nous on maîtrisera ce qui est fait sous Eclipse, on maîtrisera pas le reste. D'accord. Alors, Eclipse vous permet, quand vous le lancez ici, de choisir ce qu'il appelle un workspace. Donc un workspace, c'est un espace de travail dans lequel on va avoir plein de projets. Et on peut avoir plusieurs workspaces, ce qui va permettre de distinguer. Donc moi par exemple, j'ai un workspace pour les cours que je fais avec vous, j'ai un workspace pour les cours que je fais en licence professionnelle, voilà, et puis je vais avoir un workspace pour mes activités de recherche. Et comme ça, mes projets ne sont pas mélangés. Donc au démarrage, vous choisissez un workspace. Alors, vous en avez un qui est créé par défaut. Si vous en voulez un autre, c'est pas compliqué, c'est juste un nouveau répertoire. Donc là, vous pouvez lui demander de créer un nouveau workspace, ce sera un nouveau répertoire. D'accord? Donc là, on va prendre le workspace L3. Et ensuite, donc Eclipse se lance. Et ça va nous donner la chose suivante. Donc, dans la plupart des IDE, on a quelque chose qui est à peu près la même, qui a à peu près la même forme. C'est-à-dire qu'à gauche, on va avoir tout ce qui est un projet, liste des projets, avec possibilité d'ouvrir ici. Et puis après, on retrouve ici les différents packages avec les classes dans les packages. Voilà, donc ça va être un autre projet, un autre projet. Ici, on a une zone pour l'édition de notre code. Là, on va avoir quelque chose qui permet de naviguer dans le code. Et là, on va avoir ici la sortie standard, ici, vous voyez, console. Alors après, ça, c'est des gros blocs, mais dans chaque gros bloc, on peut avoir différentes fenêtres. Et donc là, c'est le cas, en fait, ça apparaît sous la forme d'onglets différents. Ici, en bas, là, j'ai différents onglets, d'accord, qui correspondent finalement à des fenêtres différentes. Alors, après, ce qui est propre à Eclipse, c'est le fait d'appeler une configuration comme ça, une perspective. D'accord. Le fait de dire que j'ai mes fenêtres disposées comme ça avec tel et tel onglet à tel endroit, ils appellent ça une perspective. Et donc là, je suis avec la perspective Java. En fait, c'est une configuration de fenêtre qui est adaptée au fait que je veux développer en Java. D'accord. Alors, tout ça, vous l'avez dans le menu ici, Windows. Vous avez perspective ici. Et là, c'est là que vous pouvez changer de perspective et vous pouvez faire votre propre configuration et la sauver sous la forme d'une perspective propre pour avoir votre propre environnement. D'accord. Voilà. Et ensuite, tout ce qui apparaît donc ici, les différents onglets, c'est ce qu'ils appellent des vues, ici. Donc là,
j'ai différentes vues. Par exemple, si je choisis la vue tâche maintenant, voilà, et ben, en bas ici, j'aurai un nouvel onglet task. D'accord? Alors après, ça c'est aussi complètement configurable, c'est-à-dire que je pourrais très bien, déjà ici, toute cette zone-là, je pourrais la décaler ici, ou je pourrais la décaler là, ou la décaler là, etc. Ou là, c'est très très configurable, d'accord? Donc si je voulais mettre ça ici, je pourrais, voilà, d'accord? Si je veux le remettre là où c'était en bas, très bien, je réussis à le faire. Voilà, le problème c'est qu'il me met là. Voilà, si là j'ai. Là, par contre, en fait, là, vous voyez, j'ai pris que l'onglet task parce qu'après, évidemment, on peut déplacer les différents onglets dans telle ou telle zone. D'accord? Voilà, donc là, si je veux supprimer tout ça, voilà. Et là, si je veux finalement que ça ce soit complètement à gauche et pas. Voilà, il faut que je mette ça comme ça. Voilà. Et là, je vais retrouver ma vue de tout à l'heure. D'accord? Mais tout ça, c'est largement configurable. Et c'est une première notion à avoir. Donc il y a juste le vocabulaire perspective qui est propre à Eclipse, mais sinon on peut faire un peu la même chose avec tous les IDE. D'accord? Alors ça c'est une première chose. Deuxième chose maintenant, donc un IDE, on va pouvoir créer un nouveau projet. Donc on a souvent plein de types de projets différents. Alors là je vais commencer avec un projet Java, tout simple ici. Donc évidemment il faut lui donner un nom. Et vous voyez qu'on peut choisir, par exemple pour un projet, quel Java je vais utiliser ici. Donc là, il me propose Java 14, j'ai dû installer Java 17. Oui, donc moyennant que je lui dise où est Java 17. Bonjour, t'installes. Je pourrais aller lui dire que je veux du Java 17 pour mon projet. D'accord? Alors ensuite aussi, ce qui est proposé par défaut ici, c'est d'avoir un répertoire pour les sources, ici. Et puis, après, on peut spécifier les bibliothèques dont on a besoin. Donc ça, vous avez dû le faire pour le projet de la semaine dernière, où il y avait besoin d'utiliser des bibliothèques pour la partie ludothèque. Et bien ici, il fallait faire ici un add external jar pour aller faire chercher un fichier jar qu'on veut ajouter à notre projet. Par exemple, là, si je veux ajouter celui-là, et bien maintenant, donc je vais faire finish ici. Alors, les histoires de modules, ça c'est depuis Java 9. On va supposer que pour le moment on ne fait pas de projet avec module. Donc là, vous faites don't create, ce sera plus simple. Et là, donc maintenant j'ai mon projet ici. Et donc ici, non, il ne l'a pas ajouté. Bon, hop, voilà. Après, on peut refaire properties. Java build pass, library. Pourquoi est-ce qu'il ne me l'a pas mis? Parce que je suis à l'external jar. Ah, voilà. Parce que j'étais pas sur le bon truc et je ne sais pas pourquoi il m'a autorisé. Donc si je fais ça maintenant ici, dans Reference Library, voilà, j'ai mon fichier jar qui apparaît. Donc c'est comme ça que je vais pouvoir rajouter des bibliothèques à mon projet quand j'ai besoin de bibliothèques. D'accord? Alors là, je vais fermer toutes les fenêtres que j'ai là. Alors une fois qu'on a créé notre projet, on va pouvoir créer des packages. Donc ça, les menus contextuels, ça marche très bien. Vous allez sur SRC, vous faites New Package. Et là, vous donnez un nom à votre projet, à votre package. Donc je rappelle, les noms des packages, c'est que des minuscules, par convention en Java. D'accord? Donc aussi, la compilation, quand on a des packages en ligne de commande, vous n'êtes pas toujours à l'aise avec. Donc je comprends que quelquefois en ligne de commande, vous n'utilisez pas de package. À partir du moment où vous êtes dans un IDE, les packages, ça pose plus de problème. Le IDE s'occupe de compiler correctement, quel que soit l'endroit où sont vos classes. Donc, vous n'utilisez plus le package par défaut. Systématiquement, des packages. D'accord? Et après, quand vous êtes dans un package, vous pouvez faire New Class. Et là, vous allez créer une classe. Donc, on va commencer par Banat Hello World. Donc, au passage, vous voyez que la fenêtre qui est là, sur laquelle on a tendance à passer un peu rapidement, et moi le premier, elle me propose différentes choses. Par exemple, pour ma classe ici qui va être un point principal, eh bien, j'ai une case à cocher, public static void main, qui me permet de générer déjà un squelette de méthode main. Ça peut être pratique. Donc là, j'ai plus qu'à cocher là. Et du coup, j'ai ma classe qui est créée et qui m'a mis le package essai automatiquement parce que j'avais fait new depuis le package essai ici. Et il m'a mis cette méthode main
avec un commentaire tout doux ici, pour me rappeler qu'il y a quelque chose à faire. Alors les commentaires tout doux, ça c'est pratique parce que vous voyez dans l'onglet Task ici, ils sont référencés. Alors ça c'est pareil dans la plupart des IDE, vous aurez cette possibilité-là. Donc tout doux c'est quelque chose qui est assez standard, mais après un IDE c'est configurable et vous pouvez mettre autre chose que tout doux. Si vous voulez mettre à faire, vous pouvez configurer pour qu'il vous recherche ici ce qu'il y a à faire. Mais du coup, ça vous permet facilement sur un projet de savoir tout ce qui reste comme étant des choses à faire. Après, donc là, première chose qui est pratique dans un IDE, c'est la complétion automatique. Voilà, je tapais système point, et là, il me propose tout ce que je peux mettre derrière. D'accord? Donc, out, si je veux. Et sinon, on peut taper un point. Et là, au fur et à mesure que je tape, il me dit ce qui reste. D'accord? Ce qui, au passage, vous permet de vérifier, d'ailleurs, les fonctions, le prototype, etc. Donc ça, c'est une première chose qui est bien pratique. Après, donc, pour l'exécuter, vous avez soit le menu Run ici, soit le bouton qui est là. Et je vous ai dit ici, vous avez l'onglet console qui permet de mettre tous les messages qui sont mis sur la sortie standard ou la sortie erreur. Donc ici, on a Hello World. Donc j'ai standard ou sortie erreur, parce que vous voyez que si j'avais mis un message sur la sortie erreur, ici, eh bien, ça aurait été affiché dans le même terminal, mais en rouge. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est juste un petit exemple de base. Alors maintenant, admettons que je vais créer ici, donc, je vais créer une liste ici. Liste L1 égale new array list. Je veux dire, c'est une liste pour le moment de string. Liste. Donc, je vais l'appeler L1 exprès. Voilà. Donc là, autre chose que fait un IDE, c'est qu'il fait une analyse syntaxique et une compilation d'ailleurs en direct. Et donc là, vous voyez que liste est souligné en rouge, ainsi que array list. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait les imports qui vont bien. Alors quand je vais sur un truc rouge, j'ai des propositions de réparation qui apparaissent ici. Il y a des fortes chances que la première soit la bonne. D'accord? Donc là, le problème de array list maintenant est réglé. Après, j'ai aussi toujours là un petit marqueur qui me redit les problèmes dans la ligne. Et puis, ce qui va être aussi pratique, c'est la barre que j'ai à droite de l'éditeur, ici. Vous voyez? Cette barre-là, elle me montre chaque fois qu'il y a un souci dans mon programme. Donc là, si c'est juste, si c'est une erreur, c'est rouge. Si c'est un avertissement, ce sera orange. D'accord? Et le fait que j'ai une erreur, ça apparaît à plein d'endroits. Ça apparaît avec un carré rouge qui résume ici. Ça apparaît avec le fait que, ici, tiens, normalement je dois avoir une erreur qui apparaît là, pourquoi elle n'apparaît pas? J'ai pas sauvé? Voilà. Et quand je sauve, ça apparaît aussi dans l'onglet ici de l'éditeur hello.java. D'accord? Là, j'ai un petit carré rouge. Ça apparaît dans le nom de la classe ici. Et comme j'ai une erreur sur la classe, ça apparaît aussi au niveau du package, pour dire qu'il y a une erreur dans le package. Et du coup, au niveau du répertoire SRC, et donc au niveau du projet. D'accord? Donc, quand je vois mon projet ici, je vois que j'ai un carré rouge, je sais déjà que j'ai une erreur dans mon projet. Alors ensuite, évidemment, donc j'ai aussi le problème sur liste. Et donc, là, je peux le corriger ici en faisant import list de java.util. Alors, bien me prendre le bon. Vous voyez, il y a plusieurs classes list ou interface list qui existent. Donc là, c'est celui-là qu'il me faut. Et maintenant, vous voyez, j'ai plus d'erreur. Donc, j'ai effectivement plus de carré rouge. Par contre, vous voyez que là, L1 est souligné en orange. Alors, ça ne se voit pas très bien. Et là, du coup, maintenant, j'ai un petit rectangle orange. D'accord? Qui est remonté ici. Pourquoi? Tout simplement, ça c'est un avertissement pour dire que, eh bien, c'est écrit ici. Voilà. L1 n'est jamais utilisé. Donc, il dit peut-être qu'on pourrait finalement ne plus. On pourrait se passer de L1. D'accord? Alors après, là, c'est pas forcément nécessaire parce que je vais peut-être effectivement stocker quelque chose dans L1. Et donc, vous voyez aussi que comme L1 c'est déclaré comme une liste de string,
la méthode add de la classe list, si vous vous souvenez bien, c'est add de E, d'accord? Puisque j'ai une liste. En fait, l'interface list, c'est liste de E. Et donc la méthode add, c'est un E element, d'accord? Mais comme moi j'ai déclaré L1 comme une liste de string, automatiquement, il me dit que là c'est add de string. Il a bien vu que c'est une liste de string, donc mon add, du coup, dans le cas de L1, c'est un string. D'accord? Et donc là, hello, L1.add world. Voilà. Et après, for string mode.l1. Alors, autre chose qui va être pratique ici, c'est que j'ai des raccourcis qui existent. Par exemple, là, si je tape sout, non, alors c'est sysout, je ne sais plus dans Eclipse, voilà. Sysout, c'est système.out.println. Donc je tape sysout entrée, et il me complète ça avec système.out.println. Et ça, les raccourcis, alors d'un IDE à l'autre, ça ne va pas être les mêmes, mais le principe il existe dans tous les IDE et c'est configurable. D'accord? Vous allez dans les propriétés et vous pouvez modifier les raccourcis qui existent ou définir vos propres raccourcis. S'il y a des choses que vous faites souvent, eh bien, vous pouvez les proposer à votre place. Système.println de L1. De mot, pardon. Voilà, non, bah, je vais faire .print. Tiens. Et là, c'est pareil. Donc sysout. Donc il faut appuyer sur CTRL espace hein, pour remplacer. .print, non. C'était celui-là que je voulais. Et enfin, println. Voilà. Donc là, mon programme il va afficher 2 fois hello world. D'accord? Voilà. Alors maintenant que j'ai fait ça, bah, je pourrais me dire bah, L1, c'est nul comme nom. Je ferais mieux d'appeler ça, je sais pas moi, liste de mots. Eh bien, vous pouvez faire ici, vous allez sur la variable, vous faites un clic droit et vous faites refactor, rename. Donc refactor, ça c'est un terme dont on entendra beaucoup parler, on dit en général en français refactoring. Hein. Ça veut dire qu'on restructure notre code, mais pour qu'il fasse la même chose. Et parmi ce qu'on peut faire pour faire du refactoring, c'est donner des noms, de meilleurs noms aux objets qu'on manipule, les variables, les listes, les classes. Et donc, je rename ici. Et donc, vous voyez que du moment que j'ai choisi L1 maintenant, bah, partout où j'ai L1, il est entouré de carrés. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si je fais ici, je mets donc liste mot, et ben, vous voyez qu'il m'a changé le nom de ma variable partout. D'accord? Donc, pour modifier des noms, ça c'est super pratique. Et puis surtout, on verra après que c'est modifié partout où ça intervient, y compris si c'est des choses qui interviennent dans d'autres fichiers. Alors justement, tiens, maintenant, je vais vouloir créer une liste de personnes. Et donc là, vous voyez, personne, il me dit, il ne connaît pas. Et donc là, il n'a pas trouvé de classe personne dans les cas standards, donc il ne va pas me proposer comme correction d'importer personne, mais il me propose de créer la classe personne. Ce que je peux faire. Du coup, il m'ouvre la fenêtre pour la classe personne. Il me propose par défaut que ce soit une classe qui hérite directement de object. Voilà. Et puis, pour regarder tout ça. Et donc là, j'ai créé la classe personne. D'accord? Bon, ça permet déjà que ça marche. Alors maintenant, je peux faire personne P1 égale new. Ah, j'ai oublié l'inférieur supérieur. Personne de. Pardon. Donc j'ai créé une nouvelle personne, mais là à nouveau, il va me dire que le constructeur n'existe pas. D'accord? Oui, ah non, mais pardon. New list. J'avais pas vu que j'avais supprimé par personne. P1 égale. Voilà, donc là, il me dit du coup deux choses. Soit
on supprime les arguments pour coller avec le constructeur par défaut qui est personne sans argument, soit on crée un constructeur de personne qui prend 2 chaînes de caractères. Donc là, je vais choisir celui-là. Et vous voyez, là, c'est pareil, tout de suite, il met un commentaire tout doux. Ce qui veut dire que dans ma liste de tâches, pardon, c'est parce qu'il n'est pas sauvé, voilà, et ben, le commentaire tout doux apparaît. Donc peut-être que je ne vais pas m'en occuper tout de suite, mais en tout cas, il apparaîtra que j'ai encore ça à faire. Donc maintenant, eh bien, je peux déclarer ici ma variable personne, et je peux dire, oh bah, ça, je vais l'appeler nom, déjà. Voilà, celui-là, je vais l'appeler prénom. Je pourrais même dire le prénom. Le nom, et du coup, là, je vais mettre nom égale le nom, prénom égale le prénom. Et là, à nouveau, j'ai des erreurs qui me sont signalées. Et donc là, il va me proposer pour nom de créer soit une variable locale, soit un champ nom, ou éventuellement un paramètre. Donc là, j'ai choisi create field nom. Et donc voilà, j'ai nom qui a été créé, a priori en privé. Et je peux faire pareil pour prénom. Create field prénom. L'avantage de procéder ainsi, bah, c'est que on crée les choses au fur et à mesure des besoins. Et donc, on va éviter de créer éventuellement des choses inutiles. Alors après, éventuellement, si vous avez appuyé, vous pouvez trouver ça trop long, vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça. Mais en tout cas, c'est une façon de procéder qui est possible. Alors maintenant, autre chose qu'on va pouvoir faire facilement avec un IDE, par exemple, c'est ici, je vais aller sur Source dans Eclipse et je vais choisir ici Generate Getters and Setters. Ça vous permet de générer facilement les accesseurs à vos variables d'instance. Et donc, vous allez choisir. Si je coche ça, ça veut dire que je veux un get et un set pour nom. Vous voyez, la preuve, ils sont tous cochés. Si je fais ça, je les veux aussi pour prénom. Mais je pourrais très bien dire, pour nom, je veux qu'un get. Et je veux pas de set. D'accord? Et après, je choisis où ils sont mis. Donc, je peux les mettre au tout début, à la fin, ou alors à différents endroits dans mon fichier. Donc là, si je veux à la fin, generate, voilà. Et mes accesseurs apparaissent ici. D'accord? Alors ça, quand vous avez une classe avec pas mal d'attributs, ça fait quand même gagner pas mal de temps. Après, admettons que pour ma personne, j'ai aussi un identifiant, par défaut à 0. Je peux lui demander ici aussi de, toujours source generate, générer un constructeur à partir des champs. Generate constructor using fields. Donc là, je coche les champs que je veux pour mon constructeur. D'accord? Donc si je veux que mon constructeur il prenne en paramètre les 3 attributs de ma classe, je les coche tous. Bon, je peux choisir ici aussi le droit du constructeur. Et je fais generate. Et du coup, il m'a généré ici mon constructeur. Alors vous voyez que par défaut ici, il met un appel explicite au constructeur de la superclasse. Je rappelle, principe de chaînage du constructeur. De toute façon, il y a un constructeur de la superclasse qui est appelé. Donc ça, je peux le supprimer à la main. Mais sinon, si on fait bien attention, ici, quand je fais Generate Constructor Using Fields, j'aurais pu cocher la case Omit Call to Default Constructor Super. Et du coup, il ne me l'aurait pas mis. D'accord? Voilà. Alors après, ce qui n'est pas génial dans ce qu'il fait, c'est que, vous voyez, il me donne en nom de paramètres les mêmes noms que mes champs. D'accord? Et ça, en général, on n'aime pas parce que il y a un risque, du coup, là, on oublie de mettre le 10 et que ça ne fasse pas du tout ce qu'on voulait. Puisque si ici, du coup, là, le nom ici, le paramètre nom, masque l'attribut nom. D'accord? Donc, si je veux éviter ça, eh bien, là, je vais devoir le faire à la main après. Donc, on a vu qu'on avait la possibilité de faire du refactoring. Donc là, je vais dire que ça, en fait, j'appelle le nom. Voilà. Et donc là, en fait, quand on connaît un petit peu, je fais Alt-Shift-R. C'est le raccourci pour Eclipse pour faire appel à rename. D'accord? Voilà. Et au moins, j'ai plus d'attributs et de paramètres qui ont le même nom dans ma méthode. Donc on a comme ça différents types de génération sur les constructeurs. On a constructeur using fields, mais on a aussi constructeur from superclass. Ça va être utile dans le cas suivant. Maintenant, je vais créer une classe étudiant qui hérite de personne. Donc je vais faire new classe ici, étudiant. Superclass, alors je peux le préciser ici.
D'accord? Donc là, je vais dire que c'est essai.personne. Voilà. Et là, d'ailleurs, il me propose directement ici constructeur from superclass. Alors, je ne vais pas le cocher ici. Je vais vous le montrer là. D'accord? Mais ici, si je vais... alors oui, pourquoi ici j'ai une erreur? Parce que dans étudiant, dans personne, pardon, j'ai mis des constructeurs. Ça veut dire que le constructeur par défaut n'est pas généré. Donc, j'ai plus de constructeurs sans argument dans personne. Or, comme dans étudiant, je n'ai pas mis de constructeur, c'est qu'actuellement, dans étudiant, j'ai un constructeur par défaut qui est généré, qui est un constructeur sans argument, et qui appelle un constructeur de la superclasse. Et comme ce constructeur, il est par défaut, quel constructeur de la superclasse il appelle? Le constructeur sans argument. Or, on vient de voir que je n'en avais plus dans personne. C'est pour ça que j'ai une erreur. D'accord? D'ailleurs, ici, il vous le dit, voilà, implicit superconstructeur person is undefined. Donc, du coup, il me faudra ici des constructeurs par défaut. Donc, il me propose d'ailleurs ceux à générer, qui sont de la forme les mêmes paramètres que ceux que j'avais pour personne, parce qu'a priori, il y a des chances qu'il me faille au moins ces paramètres-là. Mais sinon, j'aurai la même chose en faisant source ici, generate constructors from superclass, et je choisis ici, par exemple, si je veux ces deux-là, eh bien, il me génère des constructeurs qui ont exactement les mêmes paramètres que la superclasse, mais et puis qui du coup appellent le constructeur correspondant de la superclasse. D'accord? Dans la superclasse, j'avais un constructeur qui prenait int string string et un autre qui prenait string string, et bien je retrouve les mêmes. Alors maintenant, peut-être que mon étudiant, il a un attribut supplémentaire, d'accord? Et peut-être qu'il a effectivement private ici, string filière. Et que du coup, il faudrait que mes constructeurs ici, ils se prennent aussi filière. D'accord? Alors ça, je pourrais essayer, faire filière égale la filière. Et là, la filière, il va me dire qu'il ne connaît pas, et il me propose de créer le paramètre la filière. Et donc, j'ai complété automatiquement mon constructeur. Et là, c'est pareil. Pardon, je suis même pas j'ai donc obligé de mettre là. Ici, je fais donc filière égale la filière. Et du coup, même chose ici. Voilà. Du coup, je peux virer mes paramètres to do. Vous voyez, là, du coup, j'avais bien deux to do qui étaient là. Hein. Mais à partir du moment où je les supprime, ils disparaissent. D'accord? Donc, à ce niveau-là, on a quand même pas mal de gains de temps. Alors, au passage, pourquoi est-ce qu'il est filière ici est en orange? Eh bien, pareil, c'est un champ qui n'est pas utilisé dans le sens où je fais que lui affecter une valeur et en plus, il n'est même pas visible de l'extérieur. Si j'avais un accessoire dessus, c'est pas parce que là j'en fais un dans ma classe que je pourrais dire je peux le supprimer, parce que peut-être que ça veut dire que l'extérieur en a besoin. Mais là, je ne le rends pas visible à l'extérieur, et ici, j'en fais rien, j'ai même pas une méthode qui l'affiche, par exemple. Donc c'est pour ça qu'il dit ce truc-là, c'est pas utilisé, c'est bizarre. D'accord? Alors, ensuite, on va dire, tiens, mes classes étudiants et personnes, peut-être que je pourrais les mettre dans un autre package, que je vais appeler données. New, données, package. Voilà, donc je vais l'appeler essai.données. Et puis du coup, pour déplacer ma classe, ici personne, tout simplement, je la fais glisser dans essai.données, ici. Alors il me dit qu'il y a des choses à modifier. Pourquoi? Parce que, eh bien, maintenant, ma classe étudiant, elle hérite de personne. Et personne, c'est pas dans le même package. Jusqu'à présent, c'était dans le même package, donc j'avais rien à faire. Maintenant que c'est pas dans le même package, il faut que j'importe la classe personne dans ma classe étudiant. Eh bien, le import, il me l'a rajouté automatiquement quand j'ai déplacé ma classe de package. D'accord? Et c'est pareil, dans mon hello ici, j'utilisais la classe personne, donc il a rajouté le import essai.données.personne. D'accord? Donc tout ça, ça fait partie des choses aussi très faciles. Et si maintenant, je dis, oui, mais au fait, ma classe personne aussi, il faut que je la mette là-dedans, ma classe étudiant, je veux dire, je déplace étudiant ici, ok, et bien si je regarde ma classe étudiant, il m'a supprimé le import pour personne. D'accord? Et si ma classe personne ici, pardon, elle est où? Ici. Je dis, en fait, je préférais l'appeler individu, et bien c'est pareil, je peux faire du refactoring rename. Je l'appelle individu,
individu. Et donc, non seulement ma classe ici, elle s'appelle bien individu, donc il a changé le nom du fichier, il a changé le nom de la classe, il a changé le nom de mes constructeurs, il a changé le SI extends, et dans hello, bah, c'est pareil maintenant, ici ça c'est une liste de individus, et là il fait référence au type individu, et le import c'est bien import sur individu. D'accord? Donc, à partir du moment où vous utilisez un IDE, changez le nom d'une classe, le nom d'une variable, rechanger dans quel package sont vos classes, c'est vraiment pas un souci. Ça demande quasiment zéro effort. Donc il ne faut pas se priver de le faire. D'accord? Ce qui compte, c'est que votre projet soit bien structuré, soit lisible. Donc, on utilise le fait qu'avec un IDE, ça ne coûte rien. Alors que si, effectivement, on faisait ça en ligne de commande, eh bien, tout ce qui est fait ici, là, par exemple, le fait de renommer ma classe, qui veut dire qu'il faut que je change partout où elle est utilisée le nom, qu'il faut que je change le nom des constructeurs, etc. Et bien ça aurait pris beaucoup de temps, avec beaucoup de risques, du coup, de laisser des erreurs traîner. D'accord? Alors, autre chose aussi qui est très pratique. Admettons que là, j'ai fait plein de choses. Ici, j'ai utilisé plein de classes. J'ai des imports à faire. Eh bien, j'ai une option. Alors, je ne sais plus quel nom de l'option parce que je connais le raccourci clavier. Qui s'appelle CTRL-SHIFT-O. Enfin, ça c'est le raccourci clavier. Est-ce que je vais retrouver quelque chose ici? Est-ce que c'est dans Refactor, dans Source? Source. Voilà, c'est Organize Imports. C'est celle-là. Automatiquement ici. Ben alors, parce que je l'ai fait sur individu et pas sur Hello. Voilà, ou je peux le faire ici. Hein. Organize Import ici. Eh bien, il va me rajouter tous les imports qu'il faut. Alors, quand il y a une ambiguïté, là c'est le cas sur liste, il me demande de choisir. Donc, c'est bien celui-là que je veux. Et du coup, il met ici tous les imports en me les groupant par ordre alphabétique et en me les regroupant par package. D'accord? Donc là, il m'a mis ensemble tout ce qui était. Alors, il a dû mettre d'abord par défaut ce qui est aussi avec les classes standards. Donc, il a mis Java pour outil pour la liste, Java pour outil pour liste ensemble. Il m'a mis essai pour donner pour individu séparément. D'accord? Et donc ça, vous verrez notamment après quand en IHM, on va utiliser beaucoup de classes, eh bien, ça va être très pratique. Ici, new class. Voilà, donc là, je dois faire ici un extends JFrame. Ensuite, ici, donc, public fenêtre, bon, je vais faire un truc simple. Set size de 300, 200. Set default close operation. Pardon. Ouais, alors évidemment, il ne le connaît pas parce que je n'ai pas fait l'import, c'est pareil. Jframe.exit on close. Set visible de trou. Main swing utilities invoke later de fenêtre. Alors vous voyez déjà au fur et à mesure il me rajoute là des imports parce qu'il s'est rendu compte qu'il y en avait besoin. Là il manque un. Mais après voilà, si là je voulais faire un jbutton b1 égale new jbutton de bouton, glabel L1 égale new glabel de L1, b1.add action listener de L1.7 de AE flèche L1.set texte de LO de LO. Voilà, ce genre de choses. Voilà, déjà, voilà, il va rajouter des trucs au fur et à mesure, mais même si ce n'était pas le cas, donc là, j'utilise plein de choses, je fais un CTRL-SHIFT-O, et voilà, il m'a rajouté tous les imports qui vont bien. D'accord? Donc, oui, j'ai la bulle, pardon, ici, voilà. Voilà, comme ça. D'accord? Donc là, c'est quand même assez pratique. Juste avec, donc là, le Organize Imports. Du coup, vous n'avez plus aucune raison, c'est pareil, d'utiliser ça. D'accord? Alors pourquoi on déconseille d'utiliser l'étoile? Parce que le problème, c'est que du coup, on peut être amené, en faisant ça, à
importer une classe dont on n'a pas besoin, et on va croire à un moment qu'on utilise une autre classe alors qu'on utilise celle-là. Une de ce package-là alors qu'on pensait utiliser une autre classe. Donc l'étoile, c'est finalement plutôt déconseillé, et on va plutôt conseiller de faire ici un import global. D'autant plus que vous pouvez cliquer ici sur le petit moins, et bon là il vous met 3 points de suspension pour le rappeler, il y a le plus, mais ça évite de polluer votre visuellement votre fichier avec 50 import. D'accord? Et c'est pareil d'ailleurs, toute fonction, vous pouvez comme ça la réduire si vous voulez avoir une vision un peu plus globale. Et puis si vous allez dessus comme ça, il vous la fait apparaître. Non, comment ça il me l'a fait apparaître? J'attends plus longtemps. Donc il faut que j'aille là. Bon, je sais plus. Bon, c'est pas. Voilà. Alors, autre chose aussi, ici, il y a le descriptif de toute une classe. Alors là, les IDE vont fonctionner selon le même principe, mais avec potentiellement pas tout à fait la même symbolique. Et donc, le choix qui a été fait par Eclipse, ça a été de faire déjà, de représenter le droit des attributs et des méthodes par une information de couleur et de forme, qui sont synonymes. La couleur, ça a l'avantage de sauter aux yeux tout de suite, mais pour notamment les daltoniens, eh bien, ils ont rajouté la forme. Donc, par exemple, ici, vous voyez que ce qui est privé, ici, ça apparaît avec un carré et rouge. D'accord? Et ça, c'est le cas même pour une méthode. Si ça, c'était privé, voilà, et ici, c'est un carré rouge. D'accord? Donc, du moment que c'est un carré rouge, c'est que c'est privé. Si c'est public, on le voit, c'est un rond vert, que ce soit une méthode ou un attribut. D'accord? Là, prénom, maintenant, c'est un rond vert. D'accord? Attention, c'est tout petit. Si c'est protected, eh bien, ce sera un rond orange. D'accord? Et enfin, si c'est droit de package, ici, eh bien, ce sera un triangle bleu qui est là. D'accord? Alors ça, quand on a l'habitude, on le voit très très vite. Et vous remarquerez que, eh bien, quand il s'agit d'un attribut, c'est vide. Quand il s'agit d'une méthode, c'est plein. Donc là, c'est pour ça que toutes mes méthodes ici, elles ont des symboles pleins. Tous mes attributs, ils ont des symboles vides. Quand c'est un constructeur, vous avez un petit c ici pour vous indiquer que c'est un constructeur. Si jamais c'était une méthode de classe ou un attribut de classe, public statique void coucou, eh bien vous auriez un petit s ici pour indiquer que c'est statique. Et c'est pareil pour un attribut. D'accord? Là, ici, vous avez aussi un petit s. D'accord? Si c'est final, et bien vous aurez ici un F en plus pour vous dire que c'est final. D'accord? Donc ici, vous avez toute une symbolique qui existe. Avantage de cette partie-là, c'est que ça vous permet d'aller facilement sur une partie du code. Si vous voulez retourner sur le constructeur individu string string, vous faites un clic ou un double clic et vous allez dessus. Et vous y êtes. Donc si vous avez un fichier qui est un peu long, ça permet de naviguer assez rapidement dans le fichier. D'accord? Alors, si je reviens maintenant aussi sur ma classe Hello ici, ça, qui est ici, me permet d'afficher une liste de mots, je me dis finalement, j'aimerais plutôt en faire une méthode. Eh bien, je sélectionne tout ça, je fais clic droit, je fais refactor, et là, je choisis extract method. En faisant ça,
eh bien, il me demande le nom de la méthode à créer, donc j'appelle afficher liste. D'accord? Il en a déduit ici, a priori, ce qu'il fallait passer comme paramètre. Par défaut, il va la mettre privée parce que si je fais ça, c'est que c'est certainement juste pour factoriser mon code et c'est un truc interne qui ne sera pas utilisé depuis l'extérieur. Mais je pourrais le changer. Là, il me propose la signature de la méthode statique. Pourquoi statique? Parce qu'elle ne dépend pas de paramètres de ma classe. Donc statique, c'est très bien. Je fais OK. Et voilà. Et donc là, du coup, il m'a remplacé tout ça par une méthode ici, afficher liste. Et là, un appel à afficher liste. D'accord? Et donc c'est pareil, ça, il n'y a pas falloir vous en priver pour mieux structurer votre code. On verra, a priori, la semaine prochaine que une méthode, on n'aime pas que ça fasse plus de... Dans l'absolu, il ne faudrait même pas que ça dépasse les 10 lignes. Et donc, comme ça, c'est assez facile, finalement, quand on commence à faire une méthode un peu grosse, de la subdiviser en une méthode qui est un peu plus petite. D'accord? Voilà. Autre chose aussi qui va être pratique, c'est que, par exemple, ici, je fais appel au constructeur, mais ça pourrait être une méthode. Je peux faire un clic droit, je peux faire Open Declaration, et du coup, je vais automatiquement sur la méthode en question. D'accord? Et là, vous pouvez faire Navigate, Back, et là, vous avez ici la pile de là où vous veniez. Donc là, vous veniez de hello.java, vous retournez ici, et il revient là où vous étiez. Donc ça, quand vous êtes par exemple en phase de débugage ou d'analyse d'un code, vous pouvez comme ça facilement avancer pour regarder petit à petit les méthodes qui sont appelées, ce qu'elles font. Et après, vous pouvez revenir facilement en arrière pour revenir de là d'où vous étiez parti dans votre raisonnement pour comprendre ce qui se passait. D'accord? Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu tout ça, on va s'intéresser à ce que c'est qu'une... et puis on verra après d'autres choses dans les IDE. Mais ce que c'est qu'une classe Java standard. Donc là, j'ai créé une nouvelle classe. Livre. Donc une classe Java standard. Déjà, les attributs sont en général privés. D'accord? Première chose. Donc là, vous voyez, j'ai liste n'est pas importée. Je fais un CTRL-SHIFT-O pour l'import. Auteur n'est pas créé. Eh bien, je vais faire ici un create class auteur. Et pour le moment, ma classe auteur. Alors, je peux très bien dire là, mettre un to-do à compléter. Et du coup, voilà, ça apparaît dans ma liste des tâches. Je sais qu'il faudra que je m'occupe de ma classe auteur un jour ou l'autre. Ensuite, donc dans une classe, on va trouver différents constructeurs. Alors, on peut trouver un constructeur sans argument. Je rappelle, un constructeur sans argument, on en a un qui est généré par défaut si on n'a pas mis de constructeur dans notre classe. Dès l'instant que j'en mets un, il n'est plus généré. Donc, autant le mettre explicitement. Ce constructeur, il ne sera pas toujours utile, mais il y a des cas où il va être utile. C'est notamment si votre classe est une classe sérialisable. Je reviens où j'étais. Votre classe sérialisable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous dites à Java que les données de cette classe-là peuvent être sauvées dans un fichier et rechargées au démarrage. Quand un Java recharge un objet qui a été sérialisé, il commence par créer l'objet vide en appelant le constructeur par défaut. Donc, le constructeur sans argument, pardon. Donc il faut, pour les objets sérialisables, que vous ayez absolument un constructeur sans argument. Après, vous pouvez effectivement avoir des constructeurs avec plus ou moins de paramètres. Alors aussi dans le constructeur par défaut, c'est pas mal d'éviter de laisser des choses à nul. On n'aime pas les choses à nul parce que c'est un truc qui va avoir des null pointer exception un peu partout.
Donc là, dans le constructeur, par défaut du livre, j'ai choisi de mettre livre égale chaîne vide. C'est un choix possible, on aurait éventuellement pu faire d'autres choses. Et pour ma liste d'auteurs, alors là, j'ai ici une liste vide, et bien là, j'aurais dû faire la même chose. D'accord? Donc là, j'aurais dû faire également auteur égale new array list. Pour éviter de laisser ma liste à vide. Alors finalement, on s'aperçoit que ce constructeur-là, il fait la même chose que ce constructeur-là, mais en mettant titre à vide. Donc plutôt que de faire deux fois la même chose, on peut appeler un autre constructeur comme ça. D'accord? Et ça évite de la redondance de code. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce constructeur-là, il va appeler un constructeur qui a pour profil le fait qu'il prend une chaîne de caractères, et il va lui passer ça. Donc en fait, il appelle ce constructeur-là. D'accord? Donc ça, un truc utile, pour éviter d'écrire plusieurs fois la même chose dans des constructeurs, on peut écrire un constructeur très général qui prend tout, et après les autres constructeurs vont appeler celui-là en passant les bons paramètres ici au constructeur. Par exemple, j'aurais ici pu écrire un constructeur public livre de string titre, virgule auteur, auteur, décidément, c'est auteur 3 points de suspension, auteur. Et donc ce constructeur-là, il aurait fait, donc je vais plutôt appeler ça d'abord le titre. Donc titre égale le titre, auteur égale new list. Et donc évidemment, pour éviter les problèmes, ça je vais l'appeler les auteurs. Et après for auteur de point les auteurs, auteur.add de auteur. Voilà, et du coup, finalement, celui-là, il pourrait faire un super de le livre. Voilà. Pardon. Et là, le problème, c'est que si je mets ça, il va considérer que... Est-ce que je peux... Non. Du coup, tout simplement, j'ai plus besoin de celui-là. Voilà. Je veux dire que mon constructeur de livre, donc ça, je rappelle, c'est un constructeur avec un nombre variable de paramètres. Donc là, je peux passer 0 à n auteur. D'accord? Et là, je passe ça dans un tableau. Et donc ici, si je veux construire un livre sans mettre d'auteur, je vais passer le titre. C'est celui-là qui va être appelé avec un tableau vide. Et ça m'aura bien créé mon tableau ici, mon liste sans rien mettre dedans. Et puis, si j'ai besoin d'auteur, je mets des auteurs. D'accord? D'ailleurs, oui, pensez aussi quand vous écrivez une classe. Oui? Oui. Quand ici, j'ai besoin d'une collection de quelque chose, à mettre le type le plus générique possible. Et notamment, ici, vous voyez, j'ai mis liste. Peut-être d'ailleurs que j'aurais pu mettre 7, parce qu'a priori, je ne trouve pas deux fois le même auteur pour un livre. D'accord? Mais voilà, mettez quelque chose de très général, mettez pas heure et liste. L'avantage, c'est que le jour où vous dites, donc là j'ai mis heure et liste, puis le jour où vous dites, finalement, dans mon cas, une linked list ce serait plus efficace, vous changez juste la création de l'objet, vous ne changez pas le type de votre variable, et donc pas non plus les types de retour de vos méthodes, si vous avez une méthode qui renvoyait ça, par exemple. D'accord? Donc, première chose, alors effectivement, là, on peut se poser la question, j'ai mis une liste, mais peut-être qu'un set, ce serait mieux. Alors, autre avantage, IDE, on fait un CTRL-SHIFT-O, et il a tout de suite modifié les imports, et il vous dit en plus ici ce qui ne colle pas. Donc là, évidemment, si c'est un set, je vais mettre un H7. Voilà. Alors, pour continuer,
Donc, je vous ai dit, les attributs en privé. Après, du coup, on peut mettre des accesseurs. Donc, par exemple, pour le titre d'un livre, eh bien, je vais mettre ici, donc, generate getters and setters. Donc là, je vais mettre juste, alors vous voyez, je ne vais pas en mettre pour auteur, parce que ça me ferait un set auteur sur tout l'ensemble ici, ça ne me plaît pas. Je vais quand même garder un get auteur, mais on verra après qu'on va modifier. Et pour titre, là, oui, je vais autoriser les deux. Alors, donc, pour un titre, quand on a un set titre ici, un accesseur à lecture, en général, il est là pour vérifier un certain nombre de choses. Et donc, ici, le titre d'un livre, bah, ça ne peut pas être rien. Ça ne peut pas être nul non plus. Donc, on pourrait contrôler ça. La façon... alors, quand on veut contrôler ça, on peut se poser la question, est-ce que j'ai un titre par défaut qui existe ou pas? Si j'ai un titre par défaut, je peux le mettre. Si mon titre est invalide. D'accord? Si j'ai pas de titre par défaut, eh bien, je vais lever une exception. Donc là, je peux mettre if titre égal nul ou le titre est vide, throw new. Alors pour le moment, je vais exception. Le titre doit être défini. Alors là, il râle. Pourquoi? Parce que si je fais un throw no exception, il faut qu'ici je fasse un throws. Alors d'ailleurs, on va s'en apercevoir. Ici, il va nous le dire. Unhandled exception type exception. Et donc add throws exception. Voilà. Et donc là, il me le corrige. Et donc, sinon, bah, je peux bien faire ça. D'accord? Alors, les accesseurs, ils sont là pour contrôler ce qu'on met. Conclusion, eh bien, même quand un constructeur, comme ici, doit modifier, affecter une variable d'instance, eh bien, on passe par l'accesseur. L'avantage, c'est que, bah, là, le problème, c'est que je ne contrôlais pas ici le titre du livre. Et donc, là, au moins, en passant par là, je contrôle le titre du livre. Donc là, je peux faire maintenant, plutôt que de faire ça, je vais faire set titres. De le titre. Et là, le problème, c'est que cet titre peut lever une exception. Donc, je peux faire un add throws declaration. Voilà. Et là, même chose. Du coup, là, j'appelle un constructeur qui peut lever une exception. Donc, il faut que j'ajoute ça. Alors, vous vous rendez compte d'ailleurs au passage, là, du problème que je viens de créer. C'est que ce constructeur-là, ben, il lèvera toujours une exception. D'accord? Puisque, ici, eh bien, si le titre est vide, j'interdis ça. Alors après, je pourrais faire différentes choses, hein, ça va dépendre de mon cas. Soit dire, il faut que je mette un autre titre, soit dire, dans des rares cas, notamment celui-là, j'ai quand même besoin de mettre un titre vide, mais je sais que c'est un constructeur qui sera utilisé de manière que temporaire. Alors déjà, je pourrais dire, du coup, pour être sûr qu'il n'est pas utilisé depuis l'extérieur de mon package, je lui vire le public. Et puis là, du coup, je vais faire un try-catch autour de ça. Alors, est-ce qu'on peut faire un try-catch autour d'un appel à un constructeur? Bonne question. Ça, je pense qu'il ne va pas accepter. Voilà. Le problème, c'est que je ne peux pas faire un try-catch ici sur l'appel à un constructeur. Donc là, vous voyez dans un cas qui est un petit peu problématique. Donc peut-être que je pourrais autoriser le titre vide. Alors, si je ne veux pas l'autoriser, eh bien, je pourrais faire un set titre privé. Qui lui autoriserait le titre vide.
D'accord? Ou je pourrais d'ailleurs l'appeler plutôt, oui. Et contrôler, et du coup, ici, dans ce constructeur-là, juste appeler cet titre privé. D'accord? Bon, là, je ne vais pas le faire, parce que c'est pas, ça sort du cadre que je vais vous présenter ici. Donc, pour le moment, je vais faire ça, même si il faut bien être conscient que là, en fait, ce constructeur, je ne pourrais jamais l'appeler, il me aura toujours une exception. D'accord? Ou alors, il faudra à chaque fois que j'attrape l'exception en question. Alors, tiens, bah là, on verra aussi, hein, j'ai un if ici que je trouve un peu compliqué. Eh bien, c'est pareil, là aussi, je peux faire un refactor et extract method. Donc, ici, je vais dire titre valide. Plutôt is titre valide. Puisque ça est... Voilà. Et donc là, maintenant, mon test, ça devient if is titre valide de titre et is titre valide, eh bien, il est redéfini ici. D'accord? Vous voyez que l'extraction de méthode, on peut même le mettre comme ça à la place d'expression. Tout à l'heure, c'était à la place d'un bloc d'instruction. Là, c'est à la place d'une expression. Alors, je continue sur l'écriture d'une classe à peu près standard en Java. Ce qui va être aussi intéressant à écrire sur une classe, c'est un toString. Pourquoi c'est intéressant d'avoir un toString? Parce que ça vous permet facilement de savoir ce qu'est l'objet, notamment par exemple en phase de débugage. Donc là, un toString, bah, c'est pareil, si j'en veux un rapidement, je peux faire source, generate toString. Et là, je vais demander ce que je vois apparaître dans le toString. Donc là, je vais voir apparaître le titre et la liste des auteurs. Et je pourrais aussi, en plus, lui demander de m'afficher ici quelque chose qui vient d'une méthode. Mais bon, là, voilà. Ici, comme ça, il m'écrit livre et auteur. Alors, on s'aperçoit que là, auteur, bah, si je veux avoir un affichage sympathique, bah, il faudrait que sur... est-ce que sur 7, et donc en l'occurrence sur H7, est-ce que j'ai un toString qui est parlant ou pas? Alors ça, on peut tester rapidement. Hein, donc ici, auteur. Ah oui, alors... le problème, c'est que j'ai pas défini ma classe auteur. Bon, c'est pas grave. On verra ça plus tard. Non. Voilà. Donc là, j'ai mon toString. Vous remarquerez aussi que, automatiquement, quand vous redéfinissez une méthode d'objet, enfin, quand c'est généré, il vous met le @override. Pensez aussi ça à chaque fois. Quand vous redéfinissez une méthode d'une superclasse, mettez bien un @override. J'ai déjà dû vous l'expliquer, mais ça permet souvent, éventuellement, enfin, si on se trompe dans le nom de la méthode, admettons là je me trompe, j'ai écrit toString comme ça, du coup j'ai une erreur. Alors que si j'avais pas mis le @override, j'aurais pas eu d'erreur. Parce que là, ça veut dire que je suis en train de définir une méthode toString. Bah, il n'y a rien qui me l'interdit. D'accord? À partir du moment où je mets le @override, ça veut dire que je suis en train de redéfinir une méthode qui existait dans la superclasse. Et là, bah, j'ai une erreur. Pourquoi? Parce que toString avec un S minuscule, ça n'existe pas dans la superclasse. Donc c'est aussi l'intérêt ici de mettre un override à chaque fois. D'ailleurs, ça me fait penser que justement si ici, je vais aller ici, si c'est ça, où je suis. Écoute, souris. Si là je mets une classe et que je mets ici par exemple implements mouse listener. D'accord? Donc là, je dis que je veux implanter une interface mouse listener. Donc évidemment, il faut que j'importe mouse listener. Et là, je vais avoir une erreur. Pourquoi? Parce qu'il me dit que, eh bien, il y a plein de méthodes de mouse listener que je n'ai pas redéfinies. Donc je peux lui faire add an implemented method. Et automatiquement, il met toutes les méthodes de mouse listener ici. Et avec un commentaire tout doux. D'accord? Et donc, je suis obligé de vérifier toutes ces méthodes-là. Donc là, au moins, elles sont mises. Et puis, avec les to-do, maintenant, bah, elles apparaîtront. Alors, pourquoi? Oh, je ne peux pas le sauver. Voilà. Ça apparaît là, donc je sais que j'ai à les compléter. Et vous voyez, il met bien le @override ici. Puisque, effectivement, ce sont des méthodes qui existent dans l'interface. Donc, que j'implante. Alors, maintenant, je reviens ici.
sur mes attributs. Donc on a vu que pour getTitre, cet titre ici, j'avais mis des accesseurs. Pour les auteurs, j'y ai mis un accesseur. Le problème de cet accesseur, c'est qu'il me renvoie directement ma collection ici. Et ça veut dire que depuis l'extérieur de la classe livre, n'importe qui pourra venir modifier ma collection d'auteurs. Or, peut-être que moi j'aimerais, pour des raisons qui me sont propres, contrôler ce qu'il y a dans cette collection et je voudrais que cette collection, elle soit pas modifiable depuis l'extérieur. D'accord? Alors il y a une première solution, c'est que je ne renvoie pas ma collection, mais que je crée une copie de cette collection et que je renvoie cette copie de la collection. D'accord? Alors, ça on peut le faire en faisant ici un return new h7 de auteur. Ça je peux le faire parce que dans h7, pardon, j'ai un constructeur de copie qui me permet de créer un h7 à partir d'une n'importe quelle collection. Et c'est une copie. En faisant ça, bah, effectivement, ça veut dire que ma liste d'auteurs est parcourable, mais je ne peux pas la modifier puisque ce que j'envoie, ce n'est pas ma liste d'auteurs, c'est une autre liste. L'inconvénient en faisant ça, c'est que je duplique mon ensemble d'auteurs. Donc si je fais plein de fois sur plein de livres, ou si je ne suis pas sur des auteurs mais sur autre chose et que j'ai des grosses listes, ça va me prendre beaucoup de place. Alors plutôt que de faire ça, ce qu'on peut faire, c'est renvoyer une vue non modifiable sur ma collection. Et pour ça, on a ça dans le package collections, dans la classe collections, pardon, point unmodifiable set de auteur. Qu'est-ce que c'est que cette méthode unmodifiable set qui est dans la classe collections? Donc la classe collections, c'est une classe qui contient plein de méthodes utilitaires sur les collections. Et notamment pour les différents types de collections, donc les ensembles, les listes, vous avez une méthode ici, unmodifiable, qui vous renvoie une vue de cette collection-là et non modifiable. Alors pourquoi je dis que c'est une vue? Tout simplement parce que ça vous crée ici, ça vous renvoie quelque chose qui est une instance d'une classe, qui, quand vous avez besoin d'accéder à un élément, va appeler la méthode d'accès à l'élément de la collection que vous avez passé en paramètre. Mais quand vous essayez d'appeler une méthode qui permet de modifier la collection, donc clear, add, remove, etc., eh bien, ça vous lèvera une exception. Donc, l'avantage en faisant ça, c'est que vous créez un objet qui est tout petit, vous ne dupliquez pas ici tout votre set qui est potentiellement grand, mais que si, sur l'objet qui est envoyé là, eh bien, vous essayez d'appeler une méthode de modification, eh bien, ça lèvera une exception. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant de mettre en œuvre. Quand vous renvoyez comme ça une liste et que cette liste, vous voulez garder le contrôle dans votre classe, eh bien, renvoyez pas la liste, renvoyez une version non modifiable. D'accord? Alors, donc là, j'ai décidé de gérer mes auteurs dans un ensemble. Alors, maintenant, un auteur, c'est quoi? Parce que la question, est-ce que c'est qu'un auteur? Donc, private string, nom, par exemple, private string, prénom, et puis private string int. Private int, l'auteur. Voilà. Donc là, j'ai dit ce qui me caractérise un auteur. Donc maintenant, très rapidement, source, generate constructor using fields. Donc je prends un constructeur ici, mon prénom, j'ai mon prénom, hop, voilà. Et maintenant, et donc, oui, nom, prénom, pourquoi? Parce que je vais mettre private static final, static int, prochain id, égale 1. Et là, je vais faire un 10.idauteur égale prochain id. Voilà. Je gère mes identifiants comme ça. J'en profite pour changer ça en ici et donc le nom. Et ça en le prénom.
Voilà, donc là, je gère mes auteurs. Comment je vais comparer mes auteurs? Eh bien, on pourrait se poser la question, tiens, par exemple, je pourrais peut-être créer un constructeur ici, public, auteur, int id, et id.id égale id. Et donc, je vais retourner dans ma classe, je vais faire un new package, biblio. Du coup, je déclasse ma classe auteur et ma classe livre ici, dans le package biblio. Ça va être un peu plus propre. Voilà, je ferme tout ce qui n'est pas biblio. Donc, ma classe auteur, ici, je pourrais dire, bah, finalement, qu'est-ce qui me dit que deux auteurs sont identiques? Eh bien, l'identifiant me suffit. Pourquoi je vais comparer avec les identifiants? Parce que ça me permettra, quand je vais rechercher l'auteur d'identifiant 5, eh bien, de pouvoir juste créer un auteur avec 5, par exemple, et de faire la comparaison avec l'auteur complet qui a toutes les informations pour 5. Et comment je vais définir comment je compare les auteurs? Eh bien, vous savez très bien qu'en Java, je ne peux pas utiliser le égal-égal, parce que le égal-égal, il compare des références. D'accord? Donc, il vérifie si c'est vraiment le même objet en mémoire, si c'est au même endroit. Donc, si je veux que ce soit égal pour moi, eh bien, il faut que je redéfinisse la méthode equals. Alors, la méthode equals, elle existe dans la classe object. D'accord? Et cette méthode, bah, elle est un peu compliquée à écrire. D'abord, il faut que je vérifie que l'objet qui est passé là, il n'est pas nul. Ensuite, il faut que je vérifie qu'il est bien de type auteur. Et après, il faut que je m'intéresse aux champs sur lesquels je souhaite faire ma comparaison. Et donc, plutôt que de l'écrire à la main, eh bien, je vais demander à Eclipse de générer la méthode equals. Et là, on s'aperçoit qu'il ne me propose pas générer equals. Il me propose juste un generate hashcode and equals. Donc, je n'ai pas le choix. Il faut que je génère les deux méthodes ensemble. Alors ça, on va bientôt voir pourquoi. Alors, je dis sur quoi je vais faire ma comparaison. Eh bien, je vais dire que je vais me contenter des identifiants. Eh bien, voilà ce que me fait Eclipse. Alors, déjà, il regarde. Si l'objet que j'ai passé, c'est exactement l'objet courant, alors ça doit être vrai. Donc, c'est le premier test. Easy, c'est égal à obj, c'est vrai. Deuxième chose, c'est que si ce que je passe, c'est nul, c'est forcément faux. Bah, pourquoi? Parce que j'ai appliqué equal sur un objet. Donc, j'ai bien un objet, et un objet, c'est pas pareil que nul. Ensuite, il regarde, est-ce que c'est la même classe? Si c'est pas la même classe, c'est faux. D'accord? Maintenant que c'est la même classe, bah, je sais que je peux faire un cast, et là, je fais ma comparaison. D'accord? Donc là, tu poses ton téléphone, s'il te plaît. Comme j'ai décidé de comparer que sur les identifiants, il fait un test juste sur les identifiants. Si j'avais voulu comparer sur l'identifiant nom et prénom, source... eh bien, il aurait fait tout le même début, qui est là, d'accord? Puis après, si les identifiants sont différents, il sort. Après, bah, il faut le traiter le cas où c'est nul. Et si c'est pas nul, alors on utilise equals, parce que string c'est un object, donc on ne peut pas utiliser le égal ou le différent. Et après, il fait la même chose pour prénom. D'accord? Donc on voit qu'écrire une méthode equals, finalement, c'est pas si simple que ça. Donc, c'est pour ça que, autant pour avoir un equals bien propre, le laisser faire à Eclipse, on aura quelque chose de souvent bien meilleur que ce qu'on va faire soi-même. Donc je refais en mettant que sur l'identifiant. Donc en faisant ça, je revérifie juste ma classe auteur, je l'ai initialisé, c'est ça.
Ça veut dire que si je fais ici un main new class, et que je fais auteur est-ce que j'ai mis un getId? Donc je vais faire, j'ai pas mis getId, donc je vais rajouter un getId ici. Source, getter, et je vais faire un getId, un getNom et un getPrénom. Voilà. Donc là maintenant j'ai bien un getId auteur. Donc id ig égale à 1 point getId auteur, auteur A2 égale new auteur de ig, system.out.println de A1 equals de A2. Voilà. Donc là, si j'exécute ça, il me dit true, d'accord? J'ai créé mon premier auteur avec juste G Véronique, et le deuxième, j'ai créé avec juste un identifiant. Donc en fait, j'ai pas deux fois le même objet. Parce que le premier, il a identifiant 1, nom G, prénom Véronique. Le deuxième, il a identifiant 1, mais pour nom et prénom, il a nul. Parce que là, j'ai mis nul, d'accord? Même si je vous dis qu'il ne fallait jamais mettre nul, là, j'ai mis. Mais malgré tout, il considère que mes objets sont identiques parce que j'ai dit que pour comparer des objets, je n'utilisais que idauteur. D'accord? Oui? Oui. Alors, maintenant, pourquoi est-ce que quand je génère un equals, il me génère aussi une méthode hashcode? Eh bien, parce que dans un certain nombre de classes, enfin dans un certain nombre de cas, pour gérer les choses efficacement, je vais regrouper des objets par paquet. Et ça, souvenez-vous par exemple ce que j'ai fait pour ma classe liste, ici, livre. J'ai dit que mes auteurs, c'était un ensemble. Alors, un ensemble, c'est quelque chose qui n'a pas d'ordre, d'accord? Donc ici, voilà, j'ai un ensemble, et là, j'ai plein d'auteurs. Bon, bah, si je veux à un moment savoir si tel auteur est présent, bah, il faut que je parcours tout ça. Alors, imaginons que j'ai toujours qu'un ou deux auteurs. C'est super rapide de parcourir tout ça. Maintenant, imaginons que par livre, j'ai en moyenne 50 000 auteurs. Alors, bon, dans le cas des livres, ça ne se présente pas, mais il y a des cas où c'est ça, des ensembles, c'est des ensembles de 50 000 données. Si à chaque fois que je cherche une donnée, je dois parcourir mes 50 000 données, bon, en moyenne, je vais en parcourir 25 000, et ben ça va être long. Donc, plutôt que de mettre ça en vrac et de tout parcourir, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque donnée, ici, je vais associer un numéro. D'accord? Et je vais dire, bah, ça, c'est le paquet pour lequel le numéro vaut 1. Ça, c'est le paquet pour lequel le numéro est égal à 2. Ça, c'est le paquet pour lequel le numéro est égal à 3, etc. D'accord? Donc, il faut, pour faire ça, il faut que j'ai une fonction qui, à partir d'une donnée, me génère un numéro. Et l'avantage, c'est que bah, quand je recherche ici bah, une donnée particulière, je vais calculer le numéro de la donnée que je cherche, et après, bah, j'ai plus qu'à chercher dans le paquet qui associe le numéro en question. Donc là, par exemple, si pour Véronique G, j'ai le numéro, quand je calcule le numéro G3, eh bien, je vais regarder que dans le paquet qui a le numéro 3. Et au lieu d'explorer mes 50 000 données, je vais souvent explorer qu'une ou deux données. D'accord? Et donc, cette fonction-là, c'est ce qu'on appelle un hashcode. D'accord? Qui me permet justement, à partir d'une donnée, de générer un nombre. Et bah,
une fois que je suis dans le bon paquet, moi je recherche la donnée Véronique G. Donc il faut que là-dedans, je trouve bien ce que je considère comme étant égal à Véronique G. Donc il faut absolument que, pour que ça marche, que deux données que je considère comme égales aient le même hashcode. Sinon, je vais rater ma recherche. D'accord? Parce que si, ici, si pour A1, admettons que pour A1, mon hashcode, il me donne 4, et que pour A2, mon hashcode, il me donne 3. Enfin, il me donne 1. D'accord? Au moment où là, je vais vouloir rechercher si Véronique G est dans mon ensemble, et que je recherche à partir de l'identifiant, bah, du coup, A2C1, je vais chercher dans le paquet 1. D'accord? En fait, pour 1, on va dire. Et là, je cherche Véronique G, sauf que Véronique G, son hashcode, il m'avait donné 3. Donc, en fait, elle est là. Donc, je ne vais pas la trouver. D'accord? Et donc, ça veut dire que mes fonctions hashcode et equals, elles ne sont pas indépendantes. Il faut que si A1 est equals à A2, alors le hashcode de A1 doit être égal au hashcode de A2. D'accord? Et c'est pour ça que, eh bien, quand Eclipse me génère ici un equals, il me génère aussi un hashcode. Et le hashcode, eh bien, il est calculé sur les mêmes éléments que sur lesquels la comparaison est faite dans l'equals. Vous voyez, là, j'avais demandé juste i d'auteur. Donc là, j'ai i d'auteur qui est là. Là, j'ai i d'auteur seulement. Si j'avais considéré que pour faire ma comparaison, eh bien, j'avais besoin de i d'auteur, nom et prénom. Eh bien, dans mon equals, j'aurais eu i d'auteur, nom et prénom. Mais dans mon hashcode, la formule qui est utilisée là, elle aurait utilisé i d'auteur, nom et prénom. D'accord? Et après, le hashcode, pour que ce soit efficace, il faut déjà qu'il ait de grandes chances de me donner des hashcodes différents pour des données différentes. Parce que plus ça me donne des nombres différents, plus mes paquets vont être petits. D'accord? Parce que sinon, le hashcode, il y a un truc qui marche. Hein. Ça marche à tous les coups. Je vais faire juste return et puis toujours la même valeur. Ça marche à tous les coups parce que ça veut dire que toutes mes données sont dans le même paquet, donc au sens du coup, je vais bien finir par trouver ma donnée. Mais du coup, je perds l'avantage d'utiliser un hashcode et d'avoir comme ça des sous-paquets. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un hashcode très discriminant. Et puis, malgré tout, que égal implique même hashcode. Voilà, donc ici, ça c'est le principe de calcul qui est utilisé. Ici, donc, on travaille avec ici un... En fait, le hashcode, il est calculé à partir des hashcodes des données. Alors, quand c'est un type simple, on met juste la valeur du type simple. Quand c'est une donnée, on rappelle le hashcode ici. Il faut traiter les cas des nuls. Et puis, à chaque fois, on multiplie la donnée présente par un nombre premier et on ajoute le nouveau hashcode. L'avantage comme ça, effectivement, c'est qu'on a des choses qui sont en général assez discriminantes. Voilà, mais après, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme formule pour le hashcode. L'essentiel, c'est toujours que si vous considérez deux données identiques, alors elles doivent avoir le même hashcode. D'accord? Imaginons ici que je reviens sur cet exemple-là, où je considérais que l'égalité, c'était que sur l'identifiant. Et puis que mon hashcode, je vais le faire à la main, je vais faire ici, return, c'est ça, nom.hashcode. Je vais faire donc plutôt return, nom égal nul. 0, sinon nom.hashcode. Voilà, donc là je vais dire si le nom est nul, je renvoie 0, sinon je renvoie le hashcode du nom de la personne. Et puis maintenant, et je laisse mon equals, défini juste sur i d'auteur. Et là je vais faire un set de hauteur 1 égale new h7 1.add de A1 set de hauteur S1 S1.add de A1
Voilà, S1. Et là, 6 out de S1.contains de A2. Voilà, donc là, ici, vous voyez, a priori, je considère que A1 et A2 sont égaux, puisque ma comparaison entre A1 et entre deux auteurs s'effectue uniquement sur les identifiants. D'accord? Donc du coup, quand je demande si mon ensemble S1 dans lequel j'ai mis A1 contient A2, il devrait me dire vrai. Puisque pour moi, c'est la même chose. Et là, pourtant, il me dit faux. D'accord? Le trou qui est là, c'est celui du premier. Il faut. Pourquoi? Parce que, effectivement, pour A1 et A2, il a obtenu deux hashcodes différents, donc ils sont dans deux paquets différents. Donc A1 est là, A2 est là, et enfin A2 correspond à ce paquet-là plutôt. Et donc quand il cherche A1 là-dedans, eh ben, il ne le trouve pas. Alors que si j'avais mis un hashcode ici, alors je vais vous remettre d'abord un hashcode comme ça, qui envoie toujours la même valeur. Si je refais la recherche, cette fois-ci, j'ai trou. Pourquoi? Parce que là, en fait, toutes mes données, elles sont dans le paquet identifiant 1. Donc, Véronique G, elle est là-dedans. Donc, quand je cherche A2 qui est trou identifiant 1, il cherche là-dedans, il en trouve bien un qui a pour identifiant 1. Donc, il est content. D'accord? Mais l'inconvénient de ce hashcode ici, qui envoie toujours 1, c'est que si j'ai 50 000 données, elles sont dans le même paquet. Donc, à nouveau, en moyenne, je vais mettre 25 000 coups avant de trouver une donnée parmi mes 50 000. Voilà. Et si je prends ce hashcode-là, donc qui est celui qui avait été généré par Eclipse, qui n'est calculé qu'à partir de i d'auteur, et bien effectivement, dans mon exemple ici, A1, A et A2, j'ai le même identifiant, donc j'aurai le même hashcode, donc mes données vont être dans le même paquet, donc je retrouve bien ma donnée. D'accord? Donc ça c'est important, hein. Une fonction hashcode, et enfin, si vous redéfinissez equals, vous devez redéfinir hashcode. D'accord? Et hashcode, laissez Eclipse faire, il vous fait un hashcode qui est discriminant et qui reste compatible avec votre equals. Voilà, une fois de plus, hein, quand je dis Eclipse, n'importe quel IDE fait ça. D'accord? Mais voilà, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, dernière chose, maintenant, alors, sur l'écriture standard d'une classe, j'ai à peu près tout dit. Hein, donc, non, il y a un truc dont je n'ai pas parlé, ce sont les constructeurs de copies. Ça peut être très utile dans beaucoup de classes, prévoir un constructeur de copie. Qu'est-ce que c'est qu'un constructeur de copie? C'est un constructeur qui prend en paramètre une donnée du même type, donc public auteur ici, de auteur, autre. Et ça permet de générer un auteur qui est une copie de l'auteur précédent. Donc ici, idauteur égale autre point idauteur, nom égale autre point nom, et prénom égale autre point prénom. D'accord? Il y a plein de cas où c'est pratique de pouvoir copier comme ça une donnée. Alors là, on pourrait d'ailleurs se poser la question, ceci dit, est-ce qu'ici, quand je copie un auteur, est-ce que je garde pour autant le même identifiant, ou est-ce que je génère un auteur qui a le même nom et le même prénom, mais quand même avec un identifiant différent, à voir suivant les cas. Mais voilà, les constructeurs de copie, ça fait partie des choses très classiques. Alors après, un constructeur de copie, ça peut être comme celui-là. Si c'est dans le livre ici, eh bien, public livre de livre autre, donc titre égale titre.autre. Mais évidemment, n'écrivez pas autre.titre. Auteur égale autre.auteur. Parce que là, on reste avec le problème maintenant, c'est que ici, auteur de mon livre, c'est la même référence que l'auteur de l'autre. Et donc, si je modifie les auteurs d'un livre, enfin de l'autre, je modifierai aussi la liste d'auteurs de mon livre courant. D'accord? Donc, quand on a ici des objets, eh bien, on va également passer par un constructeur de copie. Donc, ici, égale new h7 de... Pardon.
d'autres.auteur. Et ça tombe bien, pour Hachette, on a un constructeur de copie. D'accord? Du coup, alors oui, vous avez bien, ben oui, mais titre, c'est un objectif string. Donc, pourquoi je ne suis pas passé par un constructeur de copie? Parce que c'est un objet aussi. Alors, c'est une erreur? Et j'aurais dû passer par un constructeur de copie ou pas? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, les chaînes de caractères en Java? Ce sont des objets non mutables. Je ne peux pas modifier une chaîne de caractères. En fait, si je modifie le titre de mon livre, eh ben, je vais créer une autre chaîne et ma variable titre va pointer vers cette autre chaîne. Donc, là, c'est pas gênant de mettre la même référence que la chaîne de autre. Certes, ça désigne le même objet, mais cet objet, il est non modifiable. Donc, si je modifie le titre d'un livre, eh bien, pour cet autre livre que j'aurais créé une nouvelle chaîne, j'aurais fait pointer la variable titre vers cette nouvelle chaîne, et donc l'autre chaîne vers laquelle pointait mon deuxième livre, elle n'aura pas été touchée. D'accord? Donc, oui? Et si jamais on avait un string builder? On avait Un string builder. un string builder. Ah, string builder, là par contre, ça c'est modifiable. Donc là, il faudrait qu'il passe par le constructeur de copie. D'accord? En Java, il n'y a pas beaucoup de types comme ça qui sont non mutables. Donc vous avez le type string et puis vous avez aussi toutes les classes wrapper des types de base. Donc la classe integer, la classe double, la classe boolean, etc. Ça c'est pareil, ce sont des objets non mutables. D'accord? Voilà. Donc pour ces objets-là, on peut écrire égal. Pour les autres, on passe par le constructeur de copie. Et d'ailleurs, je en profite pour vous rappeler ici la nature un peu particulière des constructeurs de copie des collections en Java. J'avais déjà dû vous en parler, mais ça fait pas de mal de revenir dessus. Voilà à quoi ressemble le constructeur de copie de H7. Vous voyez qu'en fait, H7 de E, il ne prend pas un H7 de E. Il prend une collection de points d'interrogation extends E. C'est-à-dire qu'en fait, celui-là, il me permet de créer un H7 à partir de n'importe quelle collection, pas forcément un H7. Ça pourrait être une liste, ça pourrait être un set, ça pourrait être une queue, une bec, etc. Et pas forcément d'ailleurs directement de E, mais éventuellement un sous-type de E. Ce qui veut dire que je peux remplir mon H7 de personnes à partir d'une liste d'étudiants. Puisqu'en fait, il les parcourt un par un, il peut mettre un à un des étudiants dans mon H7. D'accord? Et après, bon, bah, si dans ma liste, j'avais plusieurs fois le même étudiant, quand ma H7 ne remet pas l'étudiant qui est un élément qui est déjà présent dans la liste, eh bien, il ne me le remettrait pas une deuxième fois. D'accord? Mais on voit que ça sert notamment de constructeur de copie, c'est-à-dire que je peux lui passer un H7 de E, mais je peux lui passer plein d'autres choses. Donc c'est bien plus général qu'un simple constructeur de copie. D'accord? Alors, autre fonctionnalité pratique des IDE, c'est la génération de la Javadoc. D'accord? On avait rapidement parlé la dernière fois en cours. Si je veux mettre une Javadoc pour ma classe, devant un élément, je mets ça chez toi l'étoile, et il me donne le squelette de ce que je dois mettre. Alors un commentaire Javadoc, donc ça se met notamment, je ne ferai pas un cours complet sur la Javadoc, mais très rapidement, devant les classes et devant les attributs et les méthodes publiques. On peut aussi le mettre sur les protected ou les privés, mais essentiellement sur les publics. Et après un commentaire, c'est toujours composé d'une première phrase de résumé qui se termine par un point. Et après, autant de phrases que l'on veut. Et on peut même mettre un peu de HTML dedans. D'accord? Ensuite, dans ce commentaire, eh bien, on va pouvoir mettre des tags spéciaux. Donc là, par exemple, sur une classe, il y a éventuellement le tag @author qui prend derrière le nom de l'auteur. Si je veux mettre Bruno Marmet, je peux mettre Bruno Marmet. D'accord? Quand on est devant une méthode ou un constructeur,
On va prendre celui-là. C'est pareil, je fais ça chez toi étoile. Et là, il va me préciser ici. Donc, c'est pareil, je dois mettre une première phrase, d'accord? Phrase de résumé. Et après, descriptif. Plus long. Et puis après, pour chaque paramètre, j'ai un tag @param, le nom du paramètre. Et après, ici, je peux mettre mon commentaire, le titre du livre. Ici, les différents auteurs. Et j'en ai aussi @phrase pour l'exception. Si le titre du livre n'est pas défini ou est vide. Voilà. Quand j'ai un type de retour, eh bien, je vais avoir un tag @return. D'accord? Voilà. Et après, je peux faire project, Journey Javadoc, sur essai projet. Voilà. Yes to all. Et donc là, on voit, il l'a mis. Donc il l'a mis dans le répertoire doc du projet. D'accord? Vous voyez que là, j'ai un répertoire doc maintenant qui est apparu pour mon projet ici. Et là, j'ai donc un index.html avec ici ma doc. Donc on voit que pour lire, ici, j'avais bien écrit, pardon, une première phrase de résumé. Et là, maintenant, je trouve une première phrase de résumé et la suite. Et puis là, je trouve auteur Bruno Mermet. Et puis après, ici, là, j'ai la phrase de résumé. Donc vous voyez l'importance de mettre cette première phrase ici. Là, c'est pareil, j'ai ma phrase de résumé. Et après, si je vais dessus, eh bien ici, je vais trouver, si j'ai plus d'une phrase, je vais trouver ici le descriptif plus long. D'accord? Et puis là, je retrouve le descriptif des paramètres, le descriptif des exceptions, ou là, ce que ça renvoie. D'accord? Donc c'est pareil pour la Javadoc. Alors, il y a plein d'autres choses qu'on peut mettre dans une Javadoc éventuellement, mais faites confiance éventuellement à Eclipse aussi. Enfin, faites-vous aider par Eclipse pour gérer les Javadoc. Vous voyez que du coup, ça coûte pas cher. Et vous voyez, j'ai mis mon au choix en gras avec des B/B. Et ben là, j'ai au choix qui est écrit en gras. D'accord? Voilà, donc ça c'est un petit peu pour la base de la Javadoc. Alors, donc ce qu'on peut également faire avec un IDE, c'est faire du débugage. Donc le débugage, déjà, on a ce qu'on appelle un débugger. Pour ça, on va commencer par mettre des points d'arrêt dans notre programme. Donc on fait un double clic ici, et vous voyez là j'ai un rond bleu qui apparaît avec du coup maintenant ici une coche bleue. D'accord? Oui, alors pour bien préciser, j'ai oublié la colonne de droite ici, ça représente mon fichier du début à la fin. Et donc ça, je peux cliquer dessus pour y aller directement, mais sinon, si mon fichier est un peu trop long, eh bien, je vois à peu près où j'en suis, et ça veut dire que voilà, ça c'est à peu près le milieu du fichier, ça c'est plutôt vers la fin du fichier, mais si je clique, voilà, je vais sur le truc en question. D'accord? Voilà, donc je reviens ici sur mon mail. Donc ici, j'ai mis un point d'arrêt. Maintenant, je vais pouvoir faire ici debug, ou pareil, j'aurai ici, je peux cliquer là. Et là, Eclipse me suggère de changer de perspective. Parce que pour le débugage, je ne vais pas utiliser ces fenêtres-là, je vais utiliser une autre configuration de fenêtre. Donc je lui dis que oui, je suis d'accord, ça me convient. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors ici, j'ai, eh bien, là où j'en suis dans mon code. Parce que, donc là, je vois que c'est le thread main qui est en train de s'exécuter et qu'il est à la ligne 9. Ça, c'est ce que j'ai là. Là, ici, j'ai la ligne où j'en suis. Donc là, c'est la ligne que je vais exécuter. Et puis là, ici, je vais voir, par exemple, les variables que j'ai. Alors, pour le moment, comme j'ai juste fait mon main, j'ai juste args ici, qui est le tableau des paramètres que j'ai pu passer sur ligne de commande. Et là, j'ai souvent, ici, 3 ou 4 boutons disponibles. Alors, celui-là, il me permet d'exécuter l'instruction ici et de passer à la ligne suivante. Je fais ça. Et là, vous voyez que ici, A1, il me dit que maintenant, j'ai un auteur. Identifiant 26. Alors, id, ici, ce n'est pas l'identifiant id auteur, c'est l'identifiant interne à la machine virtuelle Java. D'accord? Et ici, si j'ouvre, eh bien, je vois que id auteur, ça vaut 1, que nom, c'est J, et que prénom, c'est Véronique. D'accord?
Et là, je pourrais revoir après, du coup, d'ailleurs, exactement comment le nom est codé, etc. etc. Après, quand je suis sur cette ligne-là, donc j'ai toujours ce bouton-là qui permet d'exécuter la ligne et passer à la ligne suivante. Mais donc j'ai celui-là que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, Step Into, qui me permet d'exécuter en mode pas à pas la méthode qui est appelée ici. Donc là, c'est ce que je fais. Et du coup, là, je rentre dans la méthode. Et là, je vois mon objet 10 qui est là. D'accord, à nouveau. Et après, je peux soit exécuter la ligne et passer à la ligne suivante, ou je peux faire éventuellement quand je suis dans une fonction step return. Ça veut dire que je m'arrête plus jusqu'à la fin de la fonction. Bon, là, ma fonction, elle est réduite à une seule ligne, hein, donc ça fait à peu près la même chose. Et du coup, je reviens là. Et maintenant, donc, quand je termine ça, j'ai maintenant ij qui vaut 1. D'accord? Alors, vous voyez qu'ici, quand j'écris 1, il m'écrit ici hauteur id égale 26. C'est pas forcément le mieux qu'on puisse faire. Alors, je vais l'interrompre ici, je vais faire un stop, terminate. Je vais repasser sur la perspective Java, donc je vais ici. Et là, je vais rajouter dans mon classe auteur un toString. J'ai pas mis là. Ouais, c'est ça, donc je n'avais pas mis, tiens. Oui, alors, donc generate toString, source, generate toString, generate. Je sauve et je recommence mon débugage. Donc là, et là, ah ouais, alors là, il ne met pas. Par contre, ici, expression, ici, voilà, je peux ajouter une expression, là, je peux mettre A1. Et A1, ici, ah tiens, il n'utilise pas toString, il y a des débuggers qui utilisent toString, c'est marrant qu'ils ne l'utilisent pas. Bon, autant pour moi. Je supprime ça. Il y a des débuggers qui utilisent... Ah si, voilà, je l'ai là en bas, ici. Quand je clique sur auteur, ici j'écris auteur, auteur égale 1, nom égale G, prénom égale Véronique. En fait, vous voyez ici, ça me permet d'avoir le toString, d'ailleurs, que j'aurais certainement eu aussi ici, voilà, ici. Donc le toString, il me permet aussi quelquefois en mode débugage de voir plus rapidement ce que je vois sans être obligé de déplier, d'aller chercher à l'intérieur de ma structure. D'accord? Je peux éventuellement mettre un autre point d'arrêt un peu plus loin. Et là, maintenant, je peux lui dire de repasser en mode d'exécution. Du coup, il va m'enchaîner toute la suite. Je sauve, il ira jusqu'à la fin, sauf s'il retombe sur un point d'arrêt. Et là, ça me permet à nouveau, du coup, de passer en mode pas à pas si je veux, et décomposer. D'accord? Donc là, c'est pareil. Si je veux, bon là, je vais passer. Mais si maintenant, je veux détailler le add qui est fait là, je pourrais très bien dire, tiens, je vais rentrer dedans. Et là, le problème, par contre, c'est que je passe dans les classes standards de Java. Et là, je n'ai pas les sources. Mais si j'avais les sources, parce qu'on peut installer les sources des classes de l'API standard Java, eh bien, je pourrais naviguer dans le code source de la classe H7. D'accord? Voilà, donc ça, c'est rapidement résumé le principe du débugger. Alors, si je vais le réexécuter quand même, je ne peux pas... non, il faut... Ouais, peut-être... Voilà. Donc, je le relance. Ah, pourquoi il est invalidé mon point d'arrêt? Pourquoi ils sont barrés? Bizarre, bizarre. Peut-être que je redémarre depuis ici. Non, les points d'arrêt. J'ai dû cliquer sur un truc quelque part qui... Ah, c'est ça, peut-être. Non, c'est quoi ça? Skip all breakpoint, c'est ça. Donc ça me permet éventuellement, du coup, de passer sur tous les points d'arrêt. Ça peut être utile une fois que c'est lancé. Donc je les coche, voilà. Donc, je dis oui. Ce qui peut être pratique, par exemple, ici, c'est que je pourrais très bien vouloir afficher quelque chose qui n'est pas directement une variable. Donc, par exemple, je pourrais vouloir afficher le nom de l'auteur. Et bien ici, je peux faire add new expression. Donc là, je peux faire a1.getNom. D'accord? Et donc là, pour le moment, il me dit, A1, il ne connaît pas. Mais si j'avance un petit peu, et bien 1.getNom, maintenant, ça vaut G. D'accord? J'aurais pu mettre d'ailleurs à 1.getNom.length. D'accord? Donc on peut mettre ici des expressions, même du coup j'aurais pu mettre ça et là -1. D'accord? Voilà, donc si quelquefois on a besoin
d'avoir dynamiquement un calcul qui est affiché, qui est mis à jour, on peut faire ça ici. Voilà, après on peut faire analyse des points d'arrêt, on peut définir des points d'arrêt conditionnels, on peut dire tu t'arrêtes à cet endroit-là que si on est dans tel cas, etc. Donc le debugger, c'est un outil bien pratique quand on est un petit peu perdu et qu'on comprend vraiment plus ce qui se passe. Par contre, attention, le risque du debugger, c'est de se dire, bon, attends, alors j'exécute, bon, moi je fais ça, 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 ça. Ah mince, ça y est, j'ai loupé le problème, là où était survenu le problème. Et on ne peut pas revenir en arrière. Et puis, on risque aussi de ne pas réfléchir. Avant de lancer un debugger, il faut commencer par réfléchir à notre programme pour savoir, effectivement, essayer de comprendre d'où vient le problème. D'accord? Et c'est quand deuxième intention qu'on utilisera le debugger. Alors, dernière chose qu'on va voir pour aujourd'hui sur les IDE, c'est comment utiliser un projet Maven avec un IDE. Eh bien, à peu près tous les IDE savent importer un projet Maven. Alors, c'est pareil, le processus va un peu varier d'un IDE à l'autre. Par exemple, dans NetBeans, il faut faire New Maven Project. Dans Eclipse, il faut faire Import. Puis là, choisir ici Maven. Et là, par exemple, Existing Maven Project. Ça vous permet d'aller récupérer un projet que vous aviez développé avec Maven, vous avez créé avec Maven en ligne de commande, et de le faire reprendre par Eclipse. Donc là, je vais en chercher un. Alors, je ne sais plus où je l'ai fait celui de la semaine dernière, dans Documents, Enseignement, Licence 3, GL, année 21-22. Non, je ne l'ai pas fait là, oui, parce que je l'ai fait dans un truc bizarre, genre ça. Elle était là. Donc là, voilà. Là, je fais, vous voyez, on voit bien qu'il y a affiché pom.xml. Je fais ouvrir. Add project to working set. D'accord. OK. Finish. Et donc, je vais fermer un petit peu tout ça. Et là, hop, j'ai mon projet Hello qui apparaît. Avec là un petit M qui veut dire que c'est un projet Maven. D'accord? Et du coup, je retrouve ici. Alors, on retrouve les sources et dans SRC Main Java et dans SRC. Ça apparaît de deux façons différentes, mais c'est pas très gênant, d'accord? Vous allez chercher là, ici. Et donc là, je trouve le app.java qu'on avait utilisé la semaine dernière. Et donc après, eh bien, mon projet Maven, là, il est intégré dans Eclipse, donc je peux faire tout ce que je pouvais faire avec Eclipse. D'accord? Si ma variable input stream ici, je vais l'appeler flux d'entrée, eh ben, je peux l'appeler flux entrée. Il n'y a pas de problème. Et pour l'exécuter, ici, alors je peux faire ça. Donc là, il va me dire, oui, Java Application, ok. Voilà, là, il me l'a exécuté. Mais sinon, après, je peux faire run as, et puis là, run configuration, c'est là, je crois. Et là, non, il faut que je fasse Maven, pardon. Je dois avoir un truc, c'est où? Ah, il faut que j'aille sur le projet, plutôt. Projet, voilà, Maven. Et là, donc, run as, voilà, Maven build. Et là, je peux demander éventuellement l'exécution d'une phase particulière de mon projet Maven. Je peux configurer ici des buts particuliers, mais sinon, vous voyez, j'ai Maven clean, Maven install qui me sont proposés, Maven test, etc. Donc, j'ai plein de choses que je peux faire directement. Je peux reconfigurer ce que je veux. Et pour le pom.xml, donc quand je l'ouvre, je peux l'avoir comme ça en vue XML, mais je peux aussi avoir une vue ici où là je revois les dépendances, donc les bibliothèques dont je dépends avec les versions. Là ici, c'est la hiérarchie des dépendances, ça c'est juste ce dont je dis que je dépendais. Donc je peux aussi du coup rajouter facilement comme ça la dépendance d'un paquet éventuellement. Et overview ici, eh bien j'ai d'autres informations sur le projet. Donc là je revois le groupe ID, l'artifact ID. Et donc je peux modifier en direct. Donc là, si par exemple je voulais que mon projet maintenant il s'appelle Hello2, je pourrais mettre Hello2. D'accord, je sauve. Et maintenant, ça fait que quand je vais dans mon pom.xml, artifact ID, j'ai bien Hello2. D'accord? Voilà. Mais avec ici une vue qui, pour certains, plaira plus. Là, je peux voir ici les modules éventuels que j'utilise. Voilà. Là, il n'y a rien de particulier. Là non plus. Là, ça dépend après de ce que j'ai mis. Là non plus, je ne dois rien avoir particulier. Voilà. Donc là, j'avais juste ici les propriétés générales. Donc, vous voyez, j'avais mis que j'étais en 1.8. Donc, je les retrouve là, ici. Là, je peux éventuellement spécifier un pomme par an si je veux hériter des propriétés d'un autre pomme que j'aurais défini avant.
Donc voilà, et maintenant ce projet-là, donc je peux utiliser Eclipse pour tout ce qui est développement du code, mais ça ne m'empêche pas de passer en ligne de commande. Voilà, et là, je peux toujours faire un MVN package, ça marchera toujours. D'accord? Et donc ce projet-là, là, notamment, ce qui exploite Eclipse, c'est pas une copie de ces fichiers-là, c'est bien les fichiers qui sont là. Donc c'est-à-dire que là, si je fais un cat src main java, non, j'ai rien modifié là-dedans, c'est le pom.xml que j'ai modifié. On voit bien que maintenant, mon projet s'appelle bien LO2. Donc c'est bien ces fichiers-là sur lesquels travaille Eclipse. D'accord? Les fichiers, là, ils ne sont pas dans le répertoire associé du workspace. Ils restent là. Dans le workspace, il est marqué qu'en fait, j'ai une référence vers ce répertoire-là. D'accord? Et donc là, je pourrais aussi venir modifier mon fichier. src main java hello app.java. Voilà. Donc là, je peux rajouter un commentaire. D'accord? Et bien, si je vais dans Eclipse et que j'ouvre mon fichier app.java ici, et en plus, voilà, il l'a rechargé et je retrouve mon commentaire que je vais mettre en mode console. D'accord? Donc là, on a vraiment quelque chose qui est multi-IDE en plus, parce que ça veut dire que... Alors, je ne sais pas si j'ai réinstallé NetBeans sur ma machine. Non, j'ai pas de NetBeans installé. Mais si je pourrais l'ouvrir avec NetBeans, et du coup, le même projet, je pourrais avoir quelqu'un qui travaille dessus avec NetBeans, quelqu'un qui travaille dessus avec Eclipse, et puis quelqu'un qui travaille dessus en ligne de commande. D'accord? Alors que sinon, mes autres projets Eclipse, eux, ils sont pas gérés de la même façon avec NetBeans, et donc si je voulais les reprendre dans NetBeans, ça fonctionnerait différemment et je ne pourrais pas le refaire tel quel. Notamment le fait que je dépends de certaines bibliothèques, d'accord? Le fait que je dépende de bibliothèques, donc là c'est le cas de ce projet-là, puisqu'il dépend ici de Log4j, par exemple, hein. Et bien là c'est spécifié dans mon fichier Maven, et donc cette dépendance-là, c'est Maven qui la gère, donc Eclipse il me l'a fait apparaître, ici, hein, Maven Dependencies, je vois bien que j'ai Log4j ici, d'accord? Enfin d'ailleurs moi je dépends de Log4j Core, qui dépend lui-même de Log4j API, donc ça apparaît ici. Et pareil, je dépends de JUnit 4.11, qui dépend lui-même de Amcrus Core 1.3, c'est mis ici. Mais là, Eclipse, c'est pas lui qui s'en occupe. Il récupère juste ce que Maven lui dit. D'accord? Et NetBeans va faire pareil. C'est pour ça que, du coup, la gestion des dépendances, les bibliothèques, l'incorporation des bibliothèques à mon projet, eh bien, ça marche après, quand je récupère mon projet, quel que soit l'IDE avec lequel je le récupère. D'accord? Pas de questions? Alors, sur cette partie-là,